Une fois que la guerre froide est finie, on en est où? Qu'est-ce qu'on fait? Comment comprendre le monde de l'après-guerre froide? Quelle théorie construire? Et là, il y a plusieurs théories qui s'affrontent, plusieurs réflexions qui essaient de décrire le nouveau paradigme, qui n'est plus le paradigme de l'affrontement de deux modèles idéologiques. Le premier paradigme, c'est celui de la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est le titre d'un livre qui paraît en 1992, signé par un politiste américain qui s'appelle Francis Fukuyama, et qui intitule son livre « La fin de l'histoire ». En fait, l'idée de Fukuyama, c'est que l'histoire, ça ne serait en fait qu'un processus de convergence vers la démocratie libérale. Tous les pays du monde ont vocation à devenir des démocraties libérales, et évidemment, tous ne le deviennent pas tout de suite, il y a des retours en arrière, il y a des affrontements, des conflits, la guerre froide était l'un de ces conflits. Mais les États-Unis ont gagné, le camp de la démocratie libérale a gagné, et la fin de la guerre froide marque l'aboutissement du processus. Ça y est, le monde entier a accepté le modèle de la démocratie libérale. Il n'y a plus de concurrence à ce modèle de la démocratie libérale, puisque le communisme a échoué. Alors, c'est la fin des guerres? Pas forcément, mais la guerre a un nouveau rôle. La guerre doit servir à empêcher la guerre. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal, et on se rend compte que depuis 91, en fait, le seul usage légitime qu'on puisse faire de la force, c'est pas vraiment pour poursuivre des objectifs politiques par d'autres moyens, comme le disait Clausewitz. C'est beaucoup plus pour essayer de contraindre ceux qui résistent encore à la normalisation, ceux qui ne veulent pas encore devenir adhérer au modèle de la démocratie libérale, eh bien, on les contraint, on les force avec justement l'usage de la violence. Et en général, il s'agit de les empêcher de mener une guerre, parce que ce sont des guerres intéressés que peuvent mener les adversaires de la démocratie libérale. Donc on les empêche de mener ces guerres-là, on les oblige à accepter les règles internationales. Et là-dessus, la guerre qui sert à défendre le droit pourra être menée par les meilleurs représentants de la démocratie libérale. Et qui mieux que les États-Unis pour jouer ce rôle? Les États-Unis deviennent en fait le gendarme du monde, c'est une expression qui apparaît à ce moment-là. Il y a quelques événements à ce moment-là qui confirment qu'on va dans cette direction et qu'on attend des États-Unis qu'ils règlent justement les problèmes qui empêchent le monde d'avancer vers la démocratie libérale et vers la paix générale. C'est le cas de la guerre du Golfe. La guerre du Golfe en 1991, c'est une guerre une guerre très courte, au terme de laquelle les États-Unis, à la tête d'une coalition très large, c'est pas seulement les États-Unis, c'est la coalition, l'alliance des démocraties libérales, justement. Les États-Unis contraignent l'Irak à respecter l'indépendance du Koweït. L'Irak avait envahi le Koweït. Et les États-Unis le contraignent par la force à respecter l'indépendance du Koweït. Autre exemple qui montre que les États-Unis jouent un rôle de normalisation et de pacification dans le monde. Ce sont les accords d'Oslo en 1993. On voit ici Bill Clinton qui a organisé la signature des accords d'Oslo entre l'État d'Israël et Yasser Arafat, qui représente l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, qui représente les intérêts du peuple palestinien. On espère réussir à faire la paix entre Israël et les Palestiniens. Alors, ça ne s'est pas fait, mais enfin, on y a cru à ce moment-là. En fait, cette évolution vers le rôle moteur des États-Unis dans l'entretien de l'ordre mondial, du nouvel ordre mondial, c'est la consécration de la supériorité technologique dans la guerre. Et ça, c'est un point que Clausewitz n'avait pas pris en compte. Le rôle de la supériorité technologique au début du 19e siècle, ça jouait un rôle extrêmement limité. En fait, la supériorité technologique, on le sait, à ce moment-là, c'est celle des États-Unis, bien évidemment, et ça leur donne les moyens d'imposer leur puissance aux autres. Alors, il faut faire le point là-dessus sur les évolutions des guerres
due aux évolutions technologiques. Il y a en fait 3 grandes générations de guerre jusqu'aux années 90. Alors, première génération de guerre, des guerres qui se définissent par leur déplacement, par les déplacements des armées, par les affrontements entre les armées, et puis par l'atout qui permet de gagner la guerre. Et enfin, quelques exemples. Alors, les guerres de première génération, ce sont des armées qui se déplacent en colonne. Qui se déplacent en colonne parce que ces armées peuvent être nombreuses. Ici, on a par exemple l'armée napoléonienne. Elles peuvent être nombreuses, mais bon, elles suivent les routes en marchant à la queue leu-leu, d'une certaine façon. Les armées se rencontrent de temps à autre dans des batailles, et ces batailles se font en ligne. On forme une ligne face à la ligne de l'adversaire, et puis c'est la ligne la plus forte, la plus rapide, et la plus habile qui gagne. Qu'est-ce qui permet de gagner cette guerre-là? Eh bien, c'est la valeur individuelle. Valeur individuelle des soldats, courage des soldats, persévérance des soldats, endurance des soldats. Quand on sait que pour gagner la bataille d'Austerlitz, Napoléon a fait venir une armée qui a parcouru 120 km en 2 jours, bon, on a là des preuves de valeur individuelle, et puis valeur individuelle des dirigeants, des stratèges, des tacticiens qui vont savoir manœuvrer les hommes sur le champ de bataille le plus intelligemment possible. Les exemples, bien sûr, ce sont les guerres napoléoniennes ou encore la guerre de 7 ans, et là-dessus on est tout à fait dans le modèle que Clausewitz avait pu observer en tant qu'officier de l'armée prussienne au début du XIXe siècle. Les guerres de deuxième génération sont un peu différentes. On n'avance plus en colonne, et c'est ce qu'on constate lors de la Première Guerre mondiale, qui est peut-être le meilleur exemple des guerres de deuxième génération. On pourrait mentionner aussi la guerre de sécession aux États-Unis, les guerres balkaniques d'une certaine façon aussi. On n'avance plus en colonne, on avance sur un front. Et là, on voit l'avancée, par exemple, de l'armée allemande à l'automne 1914, qui avance vers Paris. Ce ne sont plus des colonnes, c'est véritablement un front continu. Et quand on s'affronte sur plusieurs lignes. Ce ne sont pas simplement 2 lignes qui s'affrontent, il faut franchir la première ligne, en général il y a une deuxième ligne derrière, et c'est pour ça que c'est si difficile de percer les lignes adverses. Pendant la Première Guerre mondiale, ça va provoquer une immobilisation du front, et ça dégénérera en guerre de position, qui par certains côtés va commencer à apparaître comme une guerre de 3e génération. La Première Guerre mondiale mêle un peu les deux générations de guerre. Quel est l'atout décisif pour gagner une guerre de 2e génération? C'est la puissance de feu. Il faut réussir à percer les lignes de l'adversaire, et puis la supériorité numérique, évidemment, cela aide aussi. Alors les guerres de 3e génération, qu'est-ce que c'est? On commence à le voir apparaître pendant la Première Guerre mondiale, et c'est la 2e Guerre mondiale qui le confirme le mieux, même si à certains moments ça ressemble un peu à une guerre de 2e génération, la 2e Guerre mondiale, mais c'est en grande partie une guerre de 3e génération, et puis le modèle le plus accompli, c'est la guerre du Golfe en 91, dont on a parlé, et sur laquelle on va encore dire un mot. Une guerre de 3e génération, c'est d'abord une guerre basée sur la projection des troupes. Les troupes se déplacent à longue distance, et là on voit les troupes américaines qui sont arrivées en Arabie Saoudite pour libérer le Koweït en 1991, ces troupes sont arrivées en avion, en bateau, et on a mobilisé là-dessus des dizaines d'avions. On est capable, dans les armées modernes, de projeter ces troupes à très longue distance. Les affrontements, eux, se font bien sûr sur le champ de bataille, mais au fond, le plus important se joue à l'arrière. C'est l'action sur l'arrière. On déstabilise le terrain en amont du champ de bataille. On agit sur la logistique, on agit sur les voies de communication, sur les infrastructures. Et c'est pour ça que ce qui joue un rôle considérable, c'est la supériorité technologique. C'est ça qui permet de gagner une guerre de 3e génération. Et la guerre du Golfe est une parfaite confirmation en fait, de ce modèle des guerres de 3e génération. C'est un aboutissement du modèle des guerres de 3e génération. En fait, la supériorité technologique des États-Unis a triomphé. Elle a triomphé et elle montre cet aboutissement des progrès technologiques. En fait, le moteur qui permet de passer de la première à la 2e puis à la 3e génération, c'est le progrès technologique. Et ça, c'est un point sur lequel Clausewitz n'avait pas particulièrement réfléchi parce que la question ne se posait pas au moment où
il rédige ses écrits sur la guerre. Alors, la guerre du Golfe, réussite de la technologie américaine, à tel point qu'on se prend à espérer qu'on va faire des guerres zéro mort. C'est le slogan qu'on emploie à l'époque. On a même parlé de guerre propre quelquefois. Alors, zéro mort, ça fait un peu rire jaune les Irakiens. Il y a sans doute eu 100 000 morts du côté irakien. Donc on n'est pas du tout dans une guerre zéro mort. En revanche, du côté américain, on a engagé 1 million d'hommes et il y a eu 292 morts. Donc 300 morts pour 1 million d'hommes engagés, on peut dire que ce n'est jamais négligeable, bien évidemment, mais ce sont des pertes minimes par rapport aux guerres qu'on a pu connaître par le passé. Donc une vraie réussite. Cela dit, ce modèle de la fin de l'histoire qui semble se confirmer par la guerre du Golfe a quelques points faibles. Ce n'est peut-être pas la fin de l'histoire, parce que pour que ce soit la fin de l'histoire et pour que les États-Unis puissent vraiment jouer un rôle de gendarme du monde, eh bien, il faut que ce gendarme soit irréprochable. Ben oui, un gendarme n'est reconnu, son autorité n'est acceptée que si il incarne la loi, s'il fait vraiment régner l'ordre, et un ordre juste. Donc il faut que les États-Unis apparaissent comme les champions du droit. Et ça, les États-Unis ne l'ont pas toujours fait. Le meilleur exemple, c'est bien sûr la guerre en Irak, en 2003. C'est en fait la suite de la guerre du Golfe, parce que les États-Unis ont libéré le Koweït en 1991, mais leur projet était d'envahir l'Irak. Ils ont pris le temps pour le faire, mais en 2003, ils essaient de trouver un prétexte pour envahir l'Irak. Alors d'abord, ils essaient de prétendre que c'est l'Irak qui a provoqué les attentats du 11 septembre 2001, mais tout le monde savait que c'était faux, donc ça n'a pas marché. Ensuite, on voit ici Colin Powell, le secrétaire à la défense des États-Unis, qui montre au Conseil de sécurité de l'ONU une fiole contenant, dit-il, un agent biologique dangereux, comme si l'Irak était en train de préparer des bombes bactériologiques contre les États-Unis. Donc il fallait absolument intervenir en Irak. Personne n'a cru non plus à ce mensonge. Et en fait, les États-Unis ont attaqué l'Irak sans justification véritable, autre que leur intérêt, puisque, on le sait, l'Irak possède les deuxièmes réserves de pétrole du monde, et l'Irak pouvait constituer une base importante de relais de la puissance américaine au Moyen-Orient. Donc, la capacité des États-Unis à apparaître comme un gendarme irréprochable est mise en doute, et ça risque de mettre fin à cette logique de fin de l'histoire. Au fond, l'histoire n'est peut-être pas finie, et on le voit plus récemment avec un pays comme la Russie qui dit « mais les États-Unis ont attaqué l'Irak, pourquoi est-ce que moi je n'attaquerai pas l'Ukraine aussi ?» Deuxième point faible du modèle de la fin de l'histoire, c'est l'idée que la démocratie libérale serait un modèle universel. C'est la reconnaissance de la nécessité du modèle de la démocratie libérale. Est-ce qu'on converge vraiment tous dans cette direction ? Eh bien, beaucoup de pays dénoncent en fait ce modèle comme étant un modèle imposé par la force au reste du monde. Et d'ailleurs, l'un des prétextes de la guerre en Irak, ça a été d'y instaurer la démocratie. Et beaucoup d'Irakiens ont dit pourquoi pas une démocratie, mais cette démocratie, ça sera à nous de la faire, à notre façon, et nous ne souhaitons pas forcément que les Américains nous imposent un modèle tel que eux le définissent, un modèle de démocratie tel qu'ils la définissent. En fait, le modèle de la démocratie libérale est de plus en plus dénoncé comme un processus d'occidentalisation du monde, d'imposition du modèle occidental. Et c'est ce qu'on voit sur cette image d'une manifestation islamiste au Pakistan, peu après les attentats du 11 septembre 2001. Voilà, on interpelle les Américains et on leur demande de se demander pourquoi ils sont haïs tout autour du monde. Alors, ils ne sont pas forcément haïs tout autour du monde, mais en tout cas, il y a des gens qui haïssent les Américains et qui avancent pour cela des justifications qu'on peut et qu'on doit même critiquer, mais qui méritent tout de même considération. Et d'ailleurs, tous ces arguments sont exploités par de nouvelles puissances qui émergent dans les années 2000. On ne les avait pas prévus en 91. Les pays émergents, des pays émergents comme la Chine, comme la Russie, qui prétendent défendre leurs propres principes,
disant que non, l'histoire ne se termine pas avec la généralisation de la démocratie libérale. Nous avons notre propre modèle, nous avons notre propre projet, et ce n'est pas le même projet que les autres, et nous entendons mener notre politique comme nous le souhaitons. Donc ce modèle de la fin de l'histoire n'est peut-être pas le modèle qui traduit le mieux la situation du monde depuis 91.